Bien, bonjour, bonsoir, votre attention à tous. Merci de votre présence pour cette nouvelle conférence consacrée aux ateliers Loire, 100 ans de passion du vitrail, et c'est lié à une actualité dont on va parler. Je vous présente Véronique David, chercheuse honoraire au centre André Chastel. Pendant des années travaillé à l'inventaire des vitraux, c'est une cellule, voilà, une équipe qui s'occupait d'inventorier notamment les vitraux anciens, donc c'est-à-dire de l'Ancien Régime, avant la Révolution française, inventaire de ces vitraux. Mais progressivement, c'est aussi fait un peu une spécialité, celle du vitrail du XXe siècle, dont elle a porté des idées, de travailler aussi sur ces sujets-là. Et de ce fait, elle est venue quelquefois à Conches. Elle nous a accompagnés parfois sur des projets d'exposition. Pour vous les rappeler, dans l'ancien musée, nous avions organisé des expositions sur l'atelier de Gabriel Loire, justement, qui va être question aujourd'hui, mais également sur Henri Guérin. Nous avons aussi des vitraux dans cette salle, ou encore sur Hébert Stevens, Rimini, un atelier parisien, dont nous avons aussi quelques verrières ici au musée. Et Véronique David nous a accompagnés à ces moments-là, parfois pour réaliser des notices d'œuvres dans les catalogues d'exposition, parfois aussi pour participer à des journées d'études que nous avons mises en place à cette époque-là sur le thème du vitrail en dalle de verre et en plaque de verre. C'est un sujet qu'elle connaît bien. Et ces dernières années, eh bien, une actualité a favorisé l'édition d'un ouvrage qui s'appelle Les Ateliers Loire, 100 ans de passion du vitrail, avec aussi une exposition qui était présentée à Chartres, qui l'est peut-être encore, elle est encore, et puis aussi l'édition d'un ouvrage qu'elle a rédigé. Et c'est ce sujet qui va être présenté ce soir. Écoutez, voilà. Merci beaucoup, hein, merci de votre présence et merci à Eric et au Musée du Verre de m'avoir invité. Voilà, donc je vais vous parler de ces ateliers. Vous savez qu'en France, pour l'Institut national des métiers d'art, on compte environ 400 ateliers en France. Mais en réalité, sur ces 400 ateliers, il y en a très peu qui sont capables de travailler à un haut niveau de restauration et création. Ce sont souvent des petites structures et souvent éphémères. Vous voyez, souvent dans les petites villes, les boutiques vitrailles, etc. Donc, on arrive, je dirais, à moins d'une dizaine d'ateliers en France capables de porter création-restauration au plus haut niveau. Et je dirais même qu'avec les fermetures récentes d'ateliers, on en est à moins de 5. Donc, les ateliers Loire font partie de ces ateliers d'exception. Je vais essayer de vous montrer comment, finalement, depuis leur fondation, en 1946, les 3 générations fonctionnent toujours et font très bien marcher cette entreprise. Un atelier vitrail, c'est une entreprise comme une autre, au fond. C'est un commerce, il ne faut pas l'oublier non plus, il faut avoir des commandes. Et donc, ils arrivent à travailler à un très haut niveau. Alors, quand on m'a proposé de faire ce travail, j'avoue que j'étais un peu paniquée, parce qu'en fait, il y a quand même plus de 2000 chantiers répartis aux 4 coins du monde, comme vous pouvez le voir sur cette carte, beaucoup en Europe, mais aussi aux États-Unis, au Japon, en Afrique, en Amérique du Sud. Et je me suis vraiment un petit peu demandé comment je pourrais, en un an et à 160 pages, résumer cette activité. Bon, j'ai été quand même aidée dans ce travail par l'énorme documentation dont les Loire ont fait l'objet, hein, comme pour l'histoire de Gabriel Loire, le livre de Pratt en 1996, le premier livre sur eux, qui est un livre excellent, où il n'y a pas grand-chose à rajouter, ce qui m'a d'ailleurs amené à penser qu'il valait mieux que j'axe le livre sur l'actualité des Loire plutôt que sur le seul passé. Naturellement, j'en parle, mais
je parle beaucoup de les Noirs, ce qu'ils font aujourd'hui. Et donc, à Conches, hein, il y a effectivement eu des événements. En 2014, cette exposition d'après le fonds d'atelier Gabriel Loire et cette journée d'études où il était question du vitrail en date de verre et des pâtes de verre d'une façon plus générale. Alors, ce qui m'aide aussi, qui aide et qui en même temps panique aussi, c'est que ces archives des Noirs sont parfaitement conservées. C'est 2000 chantiers, ils ont un dossier pour chaque chantier. Ils ont à gauche, vous voyez les dossiers papier, les lettres, etc., les correspondances, etc. À droite, ce sont les maquettes. J'aurais pu rajouter une troisième photo, celle des panneaux d'essai, parce qu'à chaque fois qu'ils ont fait des vitraux, avant de faire la verrière définitive, il faut un panneau d'essai à une dimension d'environ 1 mètre carré, et ils conservent ensuite ces panneaux d'essai. Ce qui, vous l'imaginez, est très pratique quand on veut faire une exposition, il n'y a plus qu'à aller fouiller dans leur bâtiment. Mais bon, c'est à la fois un atout et une difficulté, parce que je n'allais pas ouvrir tous ces dossiers, ça n'allait pas être possible. Donc, je m'en suis tenue à cette question, finalement, à quoi tient la vitalité exceptionnelle de cet atelier, les hommes et les femmes qui en sont à l'origine, l'organisation et l'implantation des lieux, très important, le lieu où on se trouve, le pôle création en 3 parties, les dames de verre, le vitrail traditionnel et les nouvelles technologies, et leur création avec les artistes contemporains, qui s'est beaucoup développé ces dernières années. Et enfin, le pôle restauration. Le fondateur donc, de ces ateliers, Gabriel Loire, dont vous voyez la photo ici, bon, c'est un homme qui a non seulement fondé les ateliers, mais qui est arrivé à donner un état d'esprit à l'atelier qui perdure jusqu'à nos jours. Un état d'esprit, je dirais, qu'on peut définir comme un esprit entrepreneurial, c'est-à-dire qu'ils n'hésitent pas à répondre à toutes les commandes, ils se débrouillent toujours, et comme disait Gabriel Loire, d'ailleurs, je dis toujours oui. Et aussi, avec cet esprit entrepreneurial, cet esprit de recherche sur le plan création. Hein, c'est un goût de la création, un goût de la recherche qui n'a pas de limite et que les descendants ont aujourd'hui aussi acquis et gardé. Alors, tout commence en 1924. Bon, c'est pour ça, on dit les 100 ans de passion du vitrail, c'est un petit détail. En fait, c'est 100 ans à partir de 1924, qui est en fait pas l'année de la création de l'atelier, mais l'année de la vocation de Gabriel Loire. Gabriel Loire était né à Poincé, près d'Angers. Son père était tanneur, sa mère musicienne, et d'une famille très religieuse. Et comme étude, il suivait les cours de l'école de commerce d'Angers et des cours de dessin aux Beaux-Arts. Et je pense qu'il était passionné par le dessin. Sa vie le démontre. C'était un homme passionné de dessin, il dessinait tout le temps. Et donc, muni de ses études, il raconte lui-même à ses petits-enfants comment un jour il rentre dans la cathédrale d'Angers, il voit les échafaudages devant les verrières anciennes du XIIIe de la nef d'Angers. Je ne sais pas si vous les connaissez, c'est assez somptueux, notamment la verrière de Sainte-Catherine. Et il voit ces échafaudages et sans autorisation, il monte dessus et commence à dessiner les détails de la verrière. Vous en voyez un là, l'empereur Maxence de la verrière de Sainte-Catherine. Vous voyez d'ailleurs la qualité de son dessin, comme il saisit l'esprit de la verrière. Et il ne se rend pas compte, c'est ce qu'il a raconté, c'est un peu la légende, que quelqu'un est à côté de lui, c'est le peintre verrier qui vient là pour l'engueuler, il n'avait pas le droit de montrer ce qu'il échafaudage, Georges Mexicain, et qui, en voyant la passion de ce jeune homme, finalement, se met à l'initier au vitrail et commence entre eux une longue, une grande amitié. Donc Georges Mexicain, c'est un atelier marché, ce n'est pas n'importe quel atelier, c'est un atelier qui cherchait à rendre le vitrail vivant, parce que vous savez, on sort d'une période où on est encore dans l'esprit du 19e. Vous avez un peu un exemple dans la chapelle du musée, avec des personnages en pied, on répète les mêmes cartons d'une église à l'autre, on ne cherche pas vraiment à moderniser le vitrail.
Et lui, il était dans cet état d'esprit-là. Il avait fondé un groupe, le groupe Marclin, qui était un peu dans la lignée des ateliers d'art sacré fondés par Maurice Bagnères en 19. Hein. Donc, lui, il voulait qu'on ne fasse rien de médiocre pour l'Église, que le vitrail soit vivant. Et il a enseigné ça à Gabriel Loire, et je pense que c'est fondateur à cet état d'esprit, parce qu'il a toujours été dans cet état d'esprit-là, et vous le verrez par la suite dans son histoire. Concrètement, Georges Marclin le pousse à faire sa thèse de l'école de commerce à l'Institut catholique d'Angers, et il va écrire cette thèse qui présente un peu la forme d'un manuel. C'est un peu un manuel où il parle des variables de la Renaissance en Anjou, la partie historique, l'histoire de l'art, et une deuxième partie qui est un peu, au fond, une étude de marché avant l'heure. C'est-à-dire il dit tout ce qu'il faut faire pour fonder un atelier, comment s'implanter, comment chercher des commanditaires, etc. Donc c'est un mélange un peu des deux. Et donc, très rapidement, la même année, un peu plus vraiment décisive, il décide de publier à compte d'auteur cette thèse grâce à la vente d'illustrations de Fable de La Fontaine. Parce qu'en fait, comme il dessinait tout le temps, et en vendant ses illustrations, il a réussi à financer la publication de sa thèse. C'est déjà un parcours assez original pour un peintre verrier à cette époque, hein, où en général on se formait chez un autre peintre verrier, mais on ne faisait pas d'études préalables, d'études théoriques, quoi. Alors, une fois sa thèse en poche, il fallait qu'il travaille. Il aurait pu travailler chez Marclin, ça aurait été logique, sauf que Marclin meurt en 1925, donc il faut qu'il cherche ailleurs. Et c'est là qu'on lui conseille d'aller voir l'atelier de Lorrain à Chartres, qui est un des grands ateliers de Chartres, un atelier qui existe depuis la fin du 19e. En fait, Charles Lorrain, qui dirigeait cet atelier, était le fils de Nicolas Lorrain, qui avait fondé l'atelier en 1863. Donc c'est souvent comme ça que ça marche, les ateliers, ce sont des dynasties où on apprend le métier sur place. Il est engagé le 1er avril 26, hein, et ce 1er avril, ça compte beaucoup dans son histoire. Et très vite, en fait, il va travailler pendant 10 ans et il grimpe très vite les échelons. Il devient chef d'atelier, puis associé. Et ça, c'est une chose qu'on ignorait. Dans la carte de visite, on met atelier Lorrain ici, et il n'y a pas son nom, mais il est l'associé. Alors, chez Lorrain, en fait, très vite, il est un peu dépité parce que l'état d'esprit de Lorrain n'est pas très moderne. C'est le problème des gens qui héritent aussi de tradition, ils restent dans la tradition, ils ne cherchent pas de voies nouvelles. Et il doit penser assez rapidement qu'il ne restera pas là, bien que en 1935, il crée quand même chez Lorrain un atelier de date de verse qui était assez nouveau pour l'époque, je vous en parlerai plus tard. Et donc, malgré cet atelier, il a trouvé qu'il n'y avait pas assez de perspective et il décide d'en partir. Alors, le problème, c'est qu'il est parti donc en 1936, le 1er avril 1936, encore un 1er avril, et il est parti en disant, en prononçant cette phrase que je trouve assez amusante, « Je suis parti en criant « Vive la liberté !» avec une femme et 6 enfants et sans projet précis. » Et effectivement, il fallait quand même être assez culotté. Mais cette phrase, quand même, ne dit pas tout, parce que c'est un homme qui a toujours aimé la communication, et quand il était chez Lorrain, il s'est formé à un carnet d'adresses important, il n'était pas perdu comme il a l'air de le dire dans cette phrase. Donc, j'appelle ça des années de purgatoire, parce que lui, il aurait voulu fonder son propre atelier personnel. Et là, il est obligé, parce que je dis de vous le dire, en partant de chez Lorrain, il est obligé de signer une clause de non-concurrence, comme qui dit que pendant 10 ans, il ne doit pas faire de vitrail. J'aurais dû voir ça avant. Donc, il est tenu donc, à ne pas faire de vitrail pendant 10 ans avant de fonder son propre atelier. Et c'est pour ça que tout s'explique, la phrase s'explique comme ça. Donc là, il passe ces 10 années et en fait, il est extrêmement actif. Il dessine énormément. Il crée une société d'ensembliers d'églises, c'est-à-dire qu'il fournit tout le matériel nécessaire aux églises, sauf le vitrail. Hein, il a respecté à la lettre cette clause de non-concurrence.
Et il fait donc des images pieuses, il fait des chemins de croix, la petite photo en noir et blanc, et des chemins de croix, il les répète autant de fois que nécessaire dans les églises. Il prend plein de contacts avec les curés, hein, il va dans 4 ou 5 églises par jour, il prend contact avec les curés, il prépare son avenir. Il fait aussi des affiches civiles, comme cette affiche sur la piscine, ou aussi des gravures de ruines, parce que la France était en ruine, naturellement, hein, dans ces années-là, et lui, dans ces ruines, il voyait autant aussi de commandes possibles pour la reconstruction. Alors, c'est une commande très amusante à l'époque, là, dont je n'avais pas la photo, enfin très amusante. Il a fait des valises hôtels pour les curés qui faisaient la guerre, les prêtres soldats, et dans ces valises, il y avait tout le matériel pour célébrer la messe. Et en une année, il a vendu 700 valises. Donc, c'est comment dire, une énormité de ces commandes. Donc, ces 10 années se passent. Arrive enfin le 1er avril 1946, donc exactement 10 ans après, où il peut fonder son propre atelier, d'abord pendant 2 années au Rijard à Chartres, mais très vite à l'Est, près de Chartres, en 1948, c'est là où se trouvent actuellement les ateliers Loire, qui se visitent d'ailleurs. Hein. Il y a des visites organisées, parfois, enfin, je vous le dis au passage, avec l'Office du tourisme. Donc là, on voit la pose de la première pierre. On voit aussi, j'ai bien aimé cette photo de Gabriel Loire dans son bureau, parce qu'on imagine toujours le peintre Verdier en artisan, avec sa blouse, enfin, en fait, comme dit son petit-fils, Benoît Loire, il ne savait pas couper le verre. Lui, ce qui l'intéressait, c'était la gestion, chercher des commanditaires et dessiner. Dessiner des projets, dessiner des maquettes. Mais il n'était pas du tout présent dans l'atelier. Lui-même dit qu'il avait 2 ouvriers, l'un qu'il avait piqué d'ailleurs à Lorrain, 8 années, qui était Moselle, c'est Lorrain, qu'il a pris comme coloriste pour la boîte de verre, et l'autre, Jacques Boucher, qui venait de chez Labourel et qu'il a pris comme chef d'atelier. Donc il a démarré avec ces deux ouvriers. Mais très très vite, d'ailleurs, il y a eu une équipe de 20 ouvriers 2-3 ans après. Et j'ai mis aussi la photo de son remariage avec Annie Bernard, qui est une femme qui était linguiste et musicienne, et qui a été un maillon essentiel de l'histoire de cet atelier victorien. Le rôle des femmes est un peu invisibilisé, mais il faut le mettre en avant. Et en fait, il va beaucoup travailler aux États-Unis, et donc elle va lui servir d'interprète très ponctuel, très régulièrement. Voilà, là, on passe à la 2e et 3e génération. Donc, vous voyez là, sur la droite, Jacques Loire, donc le fils de Gabriel Loire, avec sa femme au milieu en bleu, Micheline Loire, et leurs 3 enfants, hein, dont on va reparler, je vais évoquer leur histoire aussi. Et donc là, en l'occurrence, c'est Jacques Loire qui va, son fils, le fils de Gabriel, qui va hériter de l'atelier. Et quand il va hériter de l'atelier, alors c'est pas la même histoire, parce qu'on arrive dans les années 70, et il avait déjà travaillé 20 ans à l'atelier, il est rentré à 19 ans en 51, il connaissait le métier. Sauf qu'en 70, il y a une sorte de déclin des commandes en matière de vitrail. Oui, alors sur cette photo aussi, on voit qu'il a fait des études de dessin et de peinture chez André Lotte et à la Grande Chaumière. Il avait cette formation. Alors pourquoi cette raréfaction de la commande? En fait, il y a 3 raisons principales. L'extinction des crédits de dommages de guerre. Parce que jusqu'en 70, on avait des dommages de guerre pour reconstruire les églises et donc pour les vitraux. Et donc ça marchait très bien. Il y a eu l'évolution de l'Église après la réforme de Vatican II. Vatican II, en fait, représente un tournant dans l'histoire de l'Église. L'Église qui a voulu moins d'apparat, qui a voulu être centrée sur les fidèles et qui a voulu de plus en plus des églises plus discrètes. On parle dans cette période d'enfouissement des églises. Et malheureusement, pour le vitrail, ce n'était pas une bonne affaire parce que l'enfouissement des églises, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de fenêtres. Donc, il y a beaucoup moins de nécessité de vitraux. Et aussi, alors que ça avait très bien marché aux États-Unis pour Gabriel Loire, le protectionnisme des syndicats verriers américains qui en ont marre de voir travailler les verriers français
qui veulent travailler eux-mêmes. Donc ça va être difficile pour Jacques Loire, mais état d'esprit de l'atelier, il va être capable de remonter l'atelier, parce que quand il est arrivé, il n'y avait plus que 2 ouvriers. On était passé de 25 environ ouvriers à 2. Donc c'est vraiment significatif de la perte de volume d'activité, hein, le nombre d'ouvriers. Mais lui, il va remonter la pente en exploitant des nouveaux matériaux, comme cette dalle de Boussois. Ce sont des dalles qui étaient fabriquées dans une usine qu'on appelle les Glaces de Boussois, et qui avaient été inventées par Jean-Luc Perrault, et qui étaient des dalles qui pouvaient avoir jusqu'à 6 mètres carrés. Donc c'est 6-8 mètres carrés. Donc ça permettait de faire des œuvres très monumentales. Et Jacques Loire a obtenu l'exclusivité de la vente de ces dalles et de leur mise en œuvre. On voit des photos extraordinaires où Micheline et Jacques travaillent au polissage des dalles, où on voit des ouvriers transporter ces dalles qui sont énormes. Un autre nouveau projet aussi, ce sont les briques Loire qu'ils ont inventées, des briques qu'on insérait dans les briques primanites. Vous savez, c'est des sortes de pavés de verre dont on voit des exemples dès les années 30, si vous allez Gare de l'Est, et la limite en pavé de verre, et qui servent de cloison, même dans les salles de bain, ça marche encore aujourd'hui. Et eux ont proposé de faire des cloisons avec l'intégration de ces dalles. Alors, Micheline Loire, pour parler de sa femme, elle a eu un rôle très important, et quand elle a épousé Jacques Loire, elle a dit épouser Jacques Loire et le vitrail. Et c'est vrai que d'un jour à l'autre, elle qui a fait des études à la Polytechnique, qui était très brillante scientifiquement, elle s'est entièrement dévouée au vitrail. Avec plaisir, je pense. Hein. Et donc, dans ses initiatives, elle a fondé, d'abord, elle a fait une collection de vitraux, des vitraux la plupart modernes, mais parfois anciens, qui existe toujours, cette collection, et qui lui permet, et qui est la seule antiquaire du vitrail spécialisée dans le vitrail en France. C'est une collection énorme de plusieurs centaines de panneaux. Et elle a ouvert cette galerie qui se trouve près de la cathédrale de Chartres, sur le flanc nord de la cathédrale de Chartres, et où elle vend des produits variés, et où elle fait aussi des expositions. J'ai mis 2 affiches qui correspondent à ces expositions, sur les vitraux anciens, ou des expositions de vitraux modernes, de jeunes artistes qui ne sont pas forcément connus. Et elle a transmis la direction de sa galerie à sa fille Nathalie. Alors, donc cet atelier a réussi à remonter la pente, et arrivent maintenant en scène les 2 fils qui vont diriger les ateliers, et qui sont actuellement les directeurs de l'atelier. Bruno Loire, qui rejoint les ateliers donc en 86, et qui au départ ne voulait pas travailler dans le vitrail. Et ça, c'est assez important dans cette famille. On laisse apparemment les enfants libres de faire ce qu'ils veulent. Bon, ils ont payé là-dedans. Hein. C'est naturel qu'ils soient intéressés par le vitrail. On ne les oblige pas à faire du vitrail. Donc lui, il a fait des études d'aménagement du territoire, et il a travaillé dans ce domaine-là. Et il lui a donné des expériences intéressantes aussi sur le plan du traitement de projets d'envergure, ou sur la communication, hein, concilier les élus avec le public et le privé. Enfin, toutes ces expériences lui ont été utiles après. Et il est rentré finalement en 86 aux ateliers, à la condition de pouvoir créer ces 2 initiatives, l'atelier d'art mural, parce qu'il s'intéressait beaucoup à l'art contemporain, en fait, depuis toujours, et il connaissait beaucoup d'artistes. Il était vraiment à la pointe de l'art contemporain. Et là, vous le voyez avec Valerio Adami, un des premiers artistes qu'il a rencontré, avec qui il a fait la grande peinture de la gare d'Austerlitz. Il y a 2 grandes peintures murales. On n'y fait pas très attention, maintenant j'ai fait attention, et dont l'une, dont vous voyez la maquette de l'une, et qui, c'est un travail qu'il a fait dans le cadre de cet atelier d'art mural avec un ami, qui lui a été très précieux parce qu'il lui a ouvert tout son carnet d'adresses d'artistes contemporains. Autre chose aussi qu'il a fait quelques temps après, c'est l'édition de vitraux et de travaux d'artistes. L'art mural, c'était plutôt la peinture, tandis que là, c'est aussi
Ça peut être toutes sortes de matériaux. Et là, il a fait ses tôles émaillées avec François Morellet. Et vous allez voir tout à l'heure que ça a de l'importance qui est fait ce travail avec Morellet qui va retrouver plus tard au Louvre. Alors, son frère, lui, a toujours voulu travailler aux ateliers. C'est pas du tout le même état d'esprit. Et donc, après des études à l'École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art, il est rentré aux ateliers. Et ils se sont partagés un peu les tâches. C'est pas forcément évident. En fait, ils sont capables de tout faire tous les deux, presque, de tous les postes. Mais Hervé s'est plutôt dirigé vers la restauration, vers la dalle de verre et vers la création. Alors qu'Hervé est, lui, dans les nouveaux matériaux et l'accompagnement d'artistes. Et on en reparlera tout à l'heure. Bon, pour résumer, là, vous avez les 3 générations qui ont travaillé finalement 10 ans ensemble. Entre 86 et la mort de Gabriel Loire, il y a 10 ans qui se sont écoulés et qui se sont entendus, c'est quand même assez remarquable. Donc, vous voyez là, avec son petit foulard avec Gabriel Loire, entouré de Jacques Loire et sur les côtés, Bruno Loire et Hervé Loire. La 4e génération en devenir, pour le moment, enfin, ils participent ponctuellement, mais il y en a sans doute un qui va reprendre l'atelier. Donc, Anna Loire, enfin, je ne donne pas l'état, Anna Loire, la fille de Bruno, Thomas Assoir, le fils de Nathalie, Stéphanie Loire, qui a fait des vitraux de personnages de bande dessinée cet été, il y avait une exposition là-dessus. Donc, elle est la fille d'Hervé Loire. Et enfin aussi l'architecte Gabriela Puig-Soleil, qui travaille parfois dans le vitrail avec Bruno et Hervé. Après vous avoir présenté les hommes et les femmes de cet atelier, je vous propose rapidement d'évoquer les lieux qui ne sont pas anodins. Donc c'est une grande propriété de plusieurs hectares qui se trouve près de Chartres. Et qui bénéficient de la publicité de la cathédrale de Chartres. D'ailleurs, ils appellent leurs ateliers Atelier Loire Chartres. En fait, un vrai terme, ça serait l'Ève. L'Ève près de Chartres, mais ils appellent ça Chartres. Et donc, ils ont dans cette propriété d'une vingtaine d'hectares, ils ont trouvé à des bâtiments qui étaient là, déjà un château, et à droite, le Trianon et la chapelle. C'était les bâtiments anciens qui existaient. Et donc, dans le Trianon et la chapelle, c'est la partie où il y a l'accueil des personnes. Mais à l'étage, il y a aussi la résidence d'artistes. C'est les seuls ateliers en France qui ont une résidence d'artistes. C'est-à-dire que quand ils travaillent avec le père King, on verra tout à l'heure, on lui loge là pendant des mois. Moi, j'ai l'honneur d'y loger une nuit. Mais je trouve que c'est très pratique parce que l'Ève n'est pas tout à fait à côté de Chartres. C'est très bien. Et il y a la chapelle où sont exposées les œuvres de Gabriel Loire. En dessous, vous voyez un bâtiment qu'ils ont construit eux-mêmes, qui n'était pas prévu, mais qui est un bâtiment fonctionnel, dédié au vitrail, et en forme de grand U. À gauche, vous voyez la partie vitrail traditionnel, puisqu'il travaille dans le vitrail traditionnel, et vous voyez, donc ça forme un grand U avec des tables successives où toutes les étapes du vitrail vous devez connaître sont réalisées. Et vous voyez sur le côté ces fameuses bibliothèques de verre avec ces grandes feuilles de verre qui sont achetées aux verreries de Saint-Just-sur-Loire. Il faut savoir que ce n'est pas le peintre verrier qui fabrique son verre, il l'achète à l'extérieur. Lui, il le traite. Et à droite, vous voyez au rez-de-chaussée la dalle de verre, donc ce matériau plus épais qui est moulé. C'est pas du tout comme alors que le verre traditionnel est soufflé, là il est moulé, et vous pouvez voir en dessous qu'ils ont des stocks énormes, et comme ils sont les spécialistes de la dalle de verre en France, ce stock est très utile quand ils ont une restauration, on fait appel à eux, parce qu'en fait, Saint-Just-sur-Loire, la verrerie de Saint-Just qui fait du verre, surtout du verre antique, fait très très peu de dalle. Donc pour eux, c'est une richesse. Alors ça, une partie très importante de l'atelier, c'est là où on expose la verrière,
C'est-à-dire que quand on fait une verrière, avant de la mettre en place, on travaille dans l'atelier, on travaille par panneau en fait, par panneau de 1 mètre carré, et on n'a pas la vue d'ensemble. Et pour avoir la vue d'ensemble, il faut avoir cette pièce avec cette grande verrière de 6 mètres de haut où on peut exposer les vitraux et là dire est-ce que ça va ou est-ce que ça ne va pas. Bon, à ce stade-là, on ne va pas reprendre complètement le vitrail. Il est évident qu'on est très avancé, mais ça permet de faire des petites retouches et d'avoir l'accord du commanditaire. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que le vitrail, on le fait pour quelqu'un, pour un lieu et pour une personne. Alors, dans le parc de l'atelier Loire, il y a ce qu'ils appellent la vitraillerie, hein, avec les fameux poissons de Gilles Ganachaud que vous avez récupérés et qui viennent de chez eux, et des œuvres en fait qu'ils ont installées. C'est comme une galerie d'art à ciel ouvert, et donc c'est très agréable de déambuler dans ce parc. Alors là, on en a terminé avec la partie de l'atelier, du premier atelier, le grand atelier dans la propriété ancienne. Mais dans les années 60, ils ont ouvert un autre atelier pour toutes les technologies modernes qui se trouvent de l'autre côté de la rue. Ce sont les ateliers Boussois, parce qu'au départ, ils exploitaient ces fameuses dalles de Boussois. Et là, maintenant, il faut surtout du travail sur des verres industriels, des verres flots, des verres coulés, avec du système de thermoformage. Vous voyez l'empreinte d'un modèle dans le plâtre réfractaire, et ensuite on met ça dans le four, on met une feuille de verre dessus, et le verre prend le dessin de l'empreinte. Alors, on rentre dans le vif du sujet, j'espère que je n'ai pas pris trop de temps, puisque là, je fais dans la partie création, finalement, que j'ai intitulé Les Lois ou les maîtres de la dalle de verre, parce qu'effectivement, ils sont en France ceux qui ont le plus travaillé sur le matériau. Non seulement ils l'ont travaillé, mais leur fille Nathalie est celle qui a fait la première histoire de l'art du vitrail en dalle de verre. C'est un matériau, un art, une technique à laquelle on ne s'intéressait pas beaucoup. Moi-même, quand j'ai été formée par mes professeurs de vitrail ancien, on méprisait, on avait un regard méprisant pour la dalle de verre. On considérait que la dalle, c'était grossier, que c'était pas le beau vitrail peint, parce qu'il y avait en fait une espèce de hiérarchisation entre le vitrail qui exige de la peinture, hein, comme le vitrail ancien. Or, la dalle de verre, en fait, n'est pas faite pour être peinte. Hein, c'est comme le vitrail d'écorchement, c'est pas des vitraux faits pour être peints. Donc, elle a retrouvé l'histoire à une époque où personne ne s'intéressait trop à ça, donc c'est tout son mérite. Et elle a eu aussi le mérite, elle n'en a pas fait une thèse hagiographique envers son grand-père, mais elle a parlé des ancêtres qui sont en fait plutôt l'atelier Godin, qui en 25 a mis cette technique au point, qu'il appelait d'ailleurs la mosaïque translucide, mais c'était sur la page de couverture, on voit que c'est des toutes petites pièces de dalle, c'est plutôt comme de la mosaïque, et qui a inventé ça en 25, et qui a été suivi ensuite dans l'entre-deux-guerres par 4 autres peintres verriers. Gabriel Loire, qui a vu cette technique dans des expositions et qui a été complètement séduit. Labouret aussi, qui a travaillé surtout sur la dalle écaillée. C'est-à-dire que la dalle de verre, elle peut être utilisée uniforme, plate, mate, comme Léger l'a fait en Dacour par exemple, mais elle peut être aussi écaillée sur le dessus et sur ses faces. Et ça fait un effet très différent, ça fait réverber la lumière de tous les côtés, quoi. Donc, Loire a été très séduit par la façon de faire de Labouret, et il y avait aussi à l'époque Turpin, Hérault, enfin 2 autres ateliers dont on parle moins, qui est moins produit. Mais enfin, on peut dire que l'explosion de la dalle de verre, c'est les 30 Glorieuses. À 30 Glorieuses, encore une reconstruction, une période très riche, et donc avec beaucoup d'édifices neufs. Et c'est sûr que la dalle de verre, ça convient parfaitement à l'architecture en béton. Hein, ce sont des dalles de verre serties du ciment, c'est pas serti dans des plombs. Donc on construit avec le verre pour la dalle. Et en général, il y a une osmose entre l'architecte et le peintre verrier très forte. La première grande commande au Chili, bon, déjà en 50, il a fondé l'atelier en 46, vous voyez, c'est une commande de 650 mètres de dalle. Et très vite aussi,
Aux États-Unis, vu sa notoriété, il fait fabriquer par son coloriste, la Zanier, cette tête portative de curé d'Ars, qu'on pouvait mettre dans une valise, pour l'amener aux États-Unis et puis pour montrer aux Américains ce qu'on pouvait faire. Donc, c'est une idée assez intéressante. Alors, les premières dalles, donc dans des édifices modernes, hein, en général, à Hyères, par exemple, c'est la première fois que Gabriel réalise un vitrail sur toute une paroi, en accord avec, en plus, le sculpteur qui était en tous les cas, vous le voyez sur la façade, Lambert Rouquy. Lambert Rouquy a fait des sculptures, on devine l'Annonciation, la suite en Égypte, etc. Et lorsqu'on est à l'intérieur, on voit le reflet de ces sculptures à travers la dalle. Il a retravaillé d'ailleurs avec Lambert Rouquy à l'église de Lèves, à l'église où se trouvent les Loirs, et aussi dans cette église de Notre-Dame au Cierge à Épinal, dont Éric Louet a montré ce panneau d'essai, hein, la photo est piquée du catalogue. Et donc, ce grand mur du fond, il faut savoir que l'architecte, qui s'appelait Crouzillard à l'époque, quand il a vu la réalisation de Loire, a carrément augmenté la surface de cette verrière du fond de l'édifice. Il aurait voulu en faire en fait le clou de l'édifice. Alors là, cette simple image, c'est pour vous montrer la minutie du travail de Loire sur les plans. Hein, c'est le plan de cette église de Bruges, présenté aussi, avec le détail de ces trois poissons qui rappellent un peu le motif du Triskel breton. Hein, et ça, Gabriel est toujours très très sensible au lieu, à ce qui se passe dans le lieu, là, en Bretagne en l'occurrence. Alors ça, c'est un peu une exception, parce qu'en fait, les monuments historiques, le service des monuments historiques, ne voulait pas de dalles dans les édifices en estimant que ça ferait un trop grand contraste avec les vitraux en verre et plomb. Et donc, en général, vous ne voyez jamais de dalles de verre dans les édifices anciens. Et là, c'est un cas un peu à part où Gabriel Loire a su convaincre l'architecte de faire des vitraux avec un réseau de ciment en dalle de verre, mais avec un réseau extrêmement fin, où on a presque l'impression d'être dans un travail de plomb. Et ça vient aussi de l'exposition de 2014. Vous voyez la précision des maquettes et la précision du rendu. Alors, ce qui est au départ, Gabriel Loire a surtout fait de la dalle de verre iconographique, où il racontait des histoires à l'ancienne, hein, selon le modèle des vitraux 19e, etc. Mais dans les années 50, il va changer un petit peu d'esthétique et adopter une esthétique beaucoup plus abstraite. Ce qui est le cas dans cette superbe église de Stanford, où il a dit cette phrase aussi, que la dalle correspondait bien au côté confiant et ouvert de l'esprit américain. Hein, entre parenthèses, ça marchait mieux là-bas que chez nous. Hein, on avait plein de préjugés. Là, je ne peux pas quitter cette partie de Verre sans parler de ces trois chefs-d'œuvre. Bon, en fait, c'est un peu, on les a reconnus comme chefs-d'œuvre, mais je pense que l'église de Stanford, que je vous ai présentée, pourrait en faire partie aussi. Mais là, ce sont des cas où le rôle immersif de la dalle est exploité à fond. Et c'est en fait la nouveauté de cette époque. On bascule d'une période où on voulait que le vitrail raconte des histoires, hein, soit explique le catéchisme aux enfants, etc., à une période où on demande au vitrail de produire un effet, une atmosphère plutôt, une atmosphère qui élève l'esprit naturellement. Et là, il a créé avec l'architecte Eyermann cette église du souvenir à Berlin. Et ce qui est très intéressant quand on regarde les archives, c'est la façon dont il a dialogué avec Eyermann. Au début, Eyermann, il voulait une tonalité grise. Et Gabriel Loire lui a dit, mais non, il faut du bleu. Et il lui a proposé un travail sur des bleus, d'ailleurs plusieurs bleus. Et donc, Eyermann a accepté. En sens inverse, Loire pensait faire des lignes rectilignes à l'intérieur de chaque panneau. Il y a 20 000 panneaux quand même,
Et il y a eu 40 ouvriers qui ont travaillé là-dessus. Et Hermann lui a dit non, il faut faire quelque chose de plus souple, de plus libre. Donc je trouve vraiment intéressant ce dialogue entre les deux. Et c'est ce qui a donné les plus grands chefs-d'œuvre du vitrail à toute époque. D'ailleurs, c'est quand il y a vraiment un dialogue entre l'architecture et l'ouverture du vitrail. Et là, on est toujours, mais en fait, on n'est pas à Berlin, mais on est à Lèves, dans les ateliers Loire, où il y a un bâtiment qui a été créé pour faire l'essai des dalles de verre de Berlin à grandeur. C'est-à-dire qu'on est, parce qu'en fait, l'édifice est fait d'une double paroi, qui est séparée d'environ 1,50 m, et qui est d'ailleurs utilisé pour mettre des tuyaux, des choses comme ça, mais qui sert surtout à faire deux parois de bleu différents. Il y a un bleu outre-mer à l'intérieur et un bleu cobalt à l'extérieur. Et donc, quand vous rentrez à l'intérieur, vous avez un jeu hein, qui est complètement fascinant. Et donc, Gabriel, qui allait vraiment jusqu'au bout, a voulu faire l'essai à grandeur. Et d'ailleurs, ces panneaux sont présentés dans des expositions maintenant. Aussi, je crois qu'ils étaient présentés dans l'exposition de Conches. Alors, ça, c'est une photo que j'ai récupérée aussi du catalogue. 40 employés, alors on n'en voit que 4, mais il faut s'imaginer une vraie usine quoi, pour fournir tout ce Autre chef-d'œuvre, très différent, c'est la spirale de Dallas. En fait, c'est une église œcuménique qui rassemble toutes les religions et qui se veut un peu une oasis de calme, un centre spirituel au milieu des buildings. Et donc, il a conçu ça. Hein. À l'époque, on voit que Jacques était là. Jacques était très souvent présent. Mais comme il disait, il n'avait jamais le dernier mot. Hein. C'était toujours son père qui l'emportait. Donc, mais il avait le droit de suivre des conversations, en tout cas. Et donc, là, ils ont décidé de faire cette spirale qui est d'ailleurs reprise dans un film de Terrence Malick, là, je ne sais pas si, qui s'appelle L'Arbre de vie. À un moment, on voit cette spirale spectaculaire. Enfin, autre troisième chef-d'œuvre, la tour symphonie de la joie des enfants qui se trouve au Japon et où c'est le directeur du musée qui a voulu que Loire lui fasse cette tour et qui a attendu d'avoir des projets de Gabriel avant de construire cette tour de 20 mètres de haut pour les enfants avec des motifs. Alors là, il a repris l'iconographie. C'est pour des enfants, donc il voulait des motifs qui parlent un couple d'amoureux, des pêcheurs, et on peut grimper par un escalier central dans cette tour. Alors, la dalle de verre aujourd'hui, alors il faut dire que maintenant, la dalle de verre, ça représente 15% du volume d'activité. Alors que jusque dans les années 80, ça a été jusqu'à 60% d'activité, hein, 70%. Et maintenant, donc, c'est presque plus, mais les pays étrangers semblent s'y intéresser davantage que nous. Et ça, c'est la dernière œuvre de Jacques Loire, qui d'ailleurs est mort accidentellement en 2021 et qui est en train de travailler, là c'est son fils qui a terminé, pour cette école d'infirmière au Japon, et qui, comme son père finalement, qui a travaillé jusqu'au bout, lui aussi, il a réalisé ces superbes dalles pour cette école d'infirmière. Là, c'est un projet d'Hervé Loire, enfin, qui est d'ailleurs en partie réalisé pour une école d'Afrique du Sud et qui représente les animaux du paradis terrestre et où on voit la dalle en train de se faire dans l'atelier. Alors, une petite parenthèse avant de quitter la dalle, enfin, je fais beaucoup de parenthèses. La dalle de Boussois, dont je vous ai parlé, donc ces dalles qui peuvent aller jusqu'à 8 mètres carrés de surface et qui sont en fait, qui ont servi à plusieurs édifices et qui sont sertis dans des plombs. En fait, contrairement à la dalle qui est sertie dans du ciment, là, cette dalle de Boussois, elle est intégrée dans des plombs très épais, dans des plombs spéciaux, et qui permet de faire ce graphisme. On reconnaît bien l'œuvre de Jacques Loire, que vous connaissez bien, puisque le musée a des œuvres de Jacques Loire sur sa façade. Alors, ils n'ont pas fait que de la dalle. Hein. Gabriel Loire a fait du vitrail traditionnel, mais bon, je n'ai pas le temps de
montrer toutes ces créations. Je vais par contre vous montrer les créations de Jacques et de ses fils, bon, qui sont très différentes dans le domaine religieux. À droite, c'est une verrière qui côtoie une verrière ancienne. Parce que mine de rien, c'est pas pareil de faire un vitrail dans un édifice moderne où il n'y a aucune autre verrière, et on est libre de choisir les couleurs, de choisir le graphisme. Quand il y a déjà des verrières, et surtout des verrières anciennes, on est obligé de respecter la coloration au moins, un peu l'esprit de la verrière ancienne, tout en étant dans son style. Donc c'est un équilibre difficile à trouver, mais que Hervé Loire s'est bien sorti ici, en reprenant la couleur de la verrière taxe du XVIe siècle dans l'édifice. Et à gauche, alors des verrières très sobres de Jacques Loire, avec des verres transparents, avec juste un jeu de plomb pour une chapelle de Carmel. Et en dessous, alors c'est carrément plus du vitrail, c'est une structure en fer, parce que l'architecte Anouten, à la Défense, ne voulait pas de vitraux réels, il voulait ça lui déplaisait, donc Jacques Loire a inventé cette idée de structure en fer. Et là aussi, ben, on voit qu'ils sont capables de travailler complètement d'autres matériaux qu'il a posés devant des verres quand même, mais qui est vraiment un travail de sculpture. Alors le vitrail civil, ils ont, dans la période des années 70, je vous disais que l'atelier marchait beaucoup moins bien, ils ont eu l'idée aussi de développer beaucoup plus le vitrail civil. Parce que le vitrail civil, en ce qui concerne l'histoire du vitrail civil, tout le monde connaît le vitrail Art Nouveau qui est magnifique, le vitrail Art Déco, et puis en fait il y a un grand blanc après. Parce qu'avec le mouvement moderne, les architectes comme Le Corbusier, ils voulaient des fenêtres, ils voulaient de la lumière. Ils ont un petit peu détruit le vitrail des espaces intérieurs. Et dans la période 70, les Loire ont beaucoup contribué à remettre en valeur ce type de vitraux. Là, vous voyez des réalisations assez récentes à l'école Guéry, à Chartres. Et je vous ai montré aussi que ces vitraux sont protégés par un triple vitrage, en fait, ce qui les permet de les protéger de toute infraction, des intempéries. Enfin, c'est un système qui les met en situation presque muséale. Vous avez aussi l'espace Zadkine à l'aile, où un travail de verre gravé sur le verre plaqué bleu et gravé. Ce travail très récent de l'École nationale supérieure des métiers de la viande, par Bruno et Hervé Loire. Et aussi, c'est un Hervé Loire, en haut à droite, fait des vitraux sérigraphiés des paysages, je trouve, très, très beaux, et bon, qu'il utilise, qu'il réalise un usage personnel. Voilà, votre musée, et avec cette commande d'Éric Jouel, et comme on en parlait tout à l'heure, au départ, il était question de ne faire le vitrail que de la marquise en verre au-dessus de la porte, et Jacques Loire a proposé de faire toute ces 3 étages de vitraux, et donc avec dans son écriture bien reconnaissable, hein, avec des maquettes aussi qui sont magnifiques, les maquettes qui sont dans les ateliers Loire sont vraiment très belles, et donc qui donnent cette espèce d'aspect la nuit très doux, très élégant. Enfin, une dernière création. Alors, dans toutes ces créations, en fait, je ne parle pas de la technique précisément, mais très souvent, ils mélangent technique traditionnelle, comme c'est le cas là, verre traditionnel antique mis en plomb, avec des verres industriels qui sont thermoformés, hein, des verres. Et là, c'est le cas de c'est pour une mielerie, et les abeilles ont été thermoformées justement par la 4e génération, on peut dire, Anna Loire, dont je vous montrais la photo tout à l'heure, c'est elle qui a réalisé cette œuvre. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'au Japon, là, les architectes ont demandé aux Loire ont demandé leur projet avant même de construire la boutique. C'est quand même une confiance absolue. Et à partir des projets des Loire, ils ont construit le bâtiment. Alors, une partie très importante
cette présentation est d'autant plus importante que depuis les années 80, l'État a une politique volontariste d'intégration des artistes contemporains dans les édifices anciens, dans les édifices religieux, et donc qui a fait que vous avez beaucoup de créations comme celle de Soulage et tant d'autres dans les édifices d'aujourd'hui. Et c'est dans cette période surtout, mais que les Loirs ont travaillé avec des artistes, ont répondu à des appels d'offres de commandes à réaliser avec des artistes, c'est-à-dire que ce n'est pas eux qui font le dessin, mais c'est l'artiste. Hein. Donc ce qui est très différent. Hein, c'est une démarche très particulière. Alors, ils l'ont toujours fait dans l'atelier. Gabriel a travaillé avec quelques cartonniers quand même, mais Jacques un peu plus, mais c'est surtout Hervé Loire qui a introduit cette pratique par sa connaissance du vitrail contemporain. Et donc, dans cet ouvrage, j'ai voulu montrer, à travers des exemples récents du XXIe siècle, comment ça se passe avec différents artistes. Alors, j'en ai choisi 9 pour voir comment ils abordent le vitrail, parce que naturellement, certains connaissent le vitrail, d'autres ne le connaissent pas. Certains ont une réputation internationale, d'autres sont des artistes plus ou moins locaux. Donc, à chaque fois, il faut que les Loirs se mettent au diapason, hein, se mettent à l'écoute pour interpréter leur création, parce que finalement, la traduction d'un carton, c'est comme la musique ou la littérature. On ne peut pas transposer une maquette papier en un vitrail en verre, ça ne va jamais donner le même effet. Donc il faut comprendre l'état d'esprit, ne pas vouloir faire du mot à mot, voilà, c'est assez complexe. Donc je vais essayer de vous montrer quelques exemples. Alors mon relais, je vous montre une image que je vous avais déjà montrée. Ils le connaissaient déjà puisqu'ils avaient travaillé avec lui sur des tôles émaillées et sur des rideaux de scène d'ailleurs. Et quand Morellet, qui est un artiste international, un artiste conceptuel, qui présente dans tous les musées d'art contemporain dans le monde, a eu cette commande des vitraux de l'escalier du musée du Louvre, il a dit « Moi, je veux bien faire des vitraux avec les Loirs ». Et ça, c'est quand même assez unique, parce qu'en fait, la délégation aux arts plastiques voulait voulait faire un appel d'offres, hein, normalement c'est la règle, un concours et tout. Lui, il a dit, moi je ne fais ces vitraux que si c'est avec les Loirs, parce qu'il les connaissait bien, s'entendait bien avec eux. Et donc voilà, grâce sur le début de leur collaboration, et voilà le travail, ce magnifique travail dans cet escalier Lefeuille au Louvre, une double révolution d'escalier, où il avait une contrainte, mon relais, c'était de garder les barlotières, hein, les ferrures que vous voyez à droite, là, les ferrures anciennes devaient être gardées. Et il devait faire son dessin à partir de ça. Et donc, il a joué sur ce dessin pour faire un dessin décalé, hein, pour faire comme il a appelé ça d'ailleurs l'esprit d'escalier. Et en travaillant avec les Loirs, vous voyez en bas l'opération de calibrage et de découpe des verres, en travaillant sur 2 verres, un verre transparent, qui est un verre industriel, et un verre opale, qui est un verre plaqué, et qui donne cet effet un peu gris. Et c'est vraiment d'une grande subtilité. On peut ne pas les voir, c'est ça qui est aussi magnifique, hein, l'architecture est très belle, mais quand on y fait attention, c'est vraiment un très beau travail. Jean-Michel Ottoniel. Jean-Michel Ottoniel, en fait, il n'avait jamais fait de vitraux avant de travailler avec les Loirs, mais il était prêt à le faire parce qu'il a toujours été très attiré par le matériau vert. Et vous le voyez là à travers ces colliers de perles géants qu'il a présentés à la Villa Médicis. Il avait inventé aussi ce fameux collier cicatrice, un collier qui est en lien avec les cicatrices de la vie que chacun peut avoir. Et donc c'était fait avec des perles de Murano. Et il avait l'habitude de travailler avec ses artisans. Au début, il voulait tout faire. C'est quelqu'un qui voulait faire tout le travail et il s'est très vite aperçu qu'il ne pouvait pas souffler le verre. Donc, il a appris avec les verres de Murano à déléguer le geste artisanal. Et ensuite, il a fait aussi le kiosque des Noctambules à la station Palais-Royal à Paris, où là aussi, il a eu un projet d'envergure et il a appris à travailler dans le monumental. Donc, quand il a eu la commande de
du trésor de la cathédrale d'Angoulême, il était prêt à travailler dans le vitrail. Et alors, ce trésor, c'est un bâtiment assez extraordinaire sur 3 niveaux, il faut vraiment aller le visiter. Et on lui a demandé de mettre en valeur les objets liturgiques, les objets du trésor, mais lui, il n'a pas voulu faire ça. Il a voulu en faire un dispositif théâtral où, à chaque niveau, il y ait un état d'esprit différent dans la salle. Là, on est dans la salle supérieure, dans la salle de merveilleux, et vous voyez tous ces vitraux, ces statues. Quelque chose aussi de très drôle, c'est qu'il met en valeur des statues saint-sulpiciennes qu'on a souvent un peu méprisées, regardées de haut, et lui, il reprend ça, mais en les mettant en scène d'une telle valeur que c'est un enchantement. D'ailleurs, c'est ce qu'il veut enchanter les poétiser. Et vous voyez ces vitraux, et ce qui est intéressant, c'est sa démarche. Parce qu'au départ, en haut à gauche, vous voyez son projet de départ. Ça n'a rien à voir avec le projet d'arrivée. En fait, il avait fait une espèce de grande peinture bleue à l'ordinateur avec des dégradés de bleu. Et il pensait qu'on pouvait faire ça avec du vitrail traditionnel, du verre antique. Or, les Loirs leur ont dit, mais ça, le verre antique, c'est pas du tout possible de faire ça sur des surfaces comme ça. Sur le plan sécurité, ça ne tiendra pas. Donc, il faut que vous fragmentiez votre verrière. Et petit à petit, ils ont travaillé ensemble. Et c'est intéressant parce que ça montre que le travail d'accompagnement des Loirs n'est pas un travail passif, c'est un travail de création aussi. Et ils l'ont amené à faire ce découpage complètement fragmentaire finalement du vitrail, avec l'insertion de petites cives ou même de cabochons, ces petites pièces de verre en relief que vous voyez en bas à gauche. Par la suite, d'ailleurs, le dernier travail fait avec les Loirs, c'est cette église de Sainte-Sardine de Toulouse. En 2025, là, ils viennent de poser sa verrière. Et ils avaient auparavant aussi travaillé à l'exposition qui était au Palais du Facteur Cheval, une exposition éphémère. Donc, ils ont fait ces 3 réalisations ensemble. Autre commande intéressante dans un monument ancien, c'est la double commande de Michel Théeux, le prêtre Michel Théeux. C'est un prêtre qui a une très grosse fortune, hein, qui a une telle fortune qu'il en fait des donations. Et là, il a décidé d'offrir des vitraux à la cathédrale de Liège en Belgique et d'offrir des vitraux en choisissant avec les autorités du patrimoine de Belgique, naturellement l'Église et les Loirs, 2 artistes très différents, le Perquin dans les parties basses et dans les parties hautes, Honegger. Donc là aussi, en l'espace de quelques années, les Loirs ont eu à travailler sur des écritures extrêmement différentes. Bon, d'abord, le Perquin, dont vous connaissez peut-être la réalisation, parce qu'il a essaimé, enfin il faut dire, un peu dans toute la France et dans toute l'Europe. Et donc, on le voit là, parler en haut à gauche avec les Loirs, et qui a fait un travail un peu qui fait penser à l'aquarelle, en fait. Et vous le voyez travailler dans l'atelier, où les Loirs lui préparent des grands verres industriels, des grandes plaques de verre, et il lui prépare même le fond des mots, hein, parce que c'est un monsieur qui devient quand même assez âgé. Et donc là, il va retravailler ses émaux, à même le sol, avec des gros pinceaux de calligraphe. Il est d'origine coréenne, et donc il travaille comme il travaillait la peinture, et alors, ce qui est difficile pour les Loirs, c'est qu'en fait, il fait des maquettes, mais les maquettes, il ne les suit pas toujours. Donc, c'est embêtant parce que les commanditaires, quand ils commandent un vitrail, ils se fient à la maquette. Il ne faut pas que le vitrail soit trop différent de la maquette. Quand même. Alors, les Noirs sont là pour lui dire, mais non, 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 là, vous avez prévu de mettre du rouge, mettez du rouge. Ça, c'est une difficulté. Et aussi, quand il pose ses émaux, il en prend des larges pâtés d'émaux, et les Loirs, à chaque fois, ont peur, et disent parce que c'est un matériau qui coûte cher, et lui, il n'hésite pas à faire de grandes traînées. Donc, pas évident de travailler, et c'est des vitraux qui existent plusieurs cuissons. Voilà un détail, c'est très léger comme travail, c'est vrai que ça ressemble à l'aquarelle.
Alors, l'autre artiste, Honegger, donc c'est un monsieur qui est complètement à l'opposé du Perkin, un monsieur qui travaille sur une forme géométrique très simple et qui avait déjà fait des vitraux à Nevers dans les parties hautes de la cathédrale de Nevers avec l'atelier Moret. Et donc là, il travaille avec les Loirs et c'est intéressant de voir comment ça se passe, les réunions. Parce que là, il présente les maquettes et puis on voit à quel point les Loirs et l'artiste ne sont pas tout seuls. Hein. Il y a ça, assis à côté de lui, il y a le fameux Michel Théeux. Il y a aussi la fille de Michel Théeux qui a participé à cette donation. Il y a les représentants des monuments historiques en Belgique. Il y a les gens de l'Église. En fait, c'est une discussion très importante, les maquettes, où on décide si oui ou non on va réaliser le projet. Et après, vous voyez la mise à grandeur des maquettes, à grandeur nature, le carton, hein, où les Loirs aussi accompagnent Honegger, et le choix de la coloration sur des verres antiques, des couleurs assez simples qui ont été choisies. Voilà ce que ça donne dans l'église. Et ça colle très bien. Enfin, on ne voit pas trop les vitraux du Perkin parce qu'ils sont dans des chapelles, ils sont à l'intérieur des chapelles, ils sont au fond. Donc il n'y a pas de. Les uns ne se nuisent pas les uns les autres. Et en plus, ce qui est très beau, qu'on aperçoit ici, c'est que la voûte est complètement peinte de motifs floraux. Et ça, c'est vraiment superbe. Alors, Uno Zangok, c'est un artiste verrier, en fait, qui a toujours fait ces espèces de dalles de verre très très belles, et il travaille sur ces dalles, il les fait lui-même. Hein. Et il a eu l'occasion de faire des vitraux avant de travailler avec les Loirs pour la présentation que je vais vous faire, donc comme le parking de Troyes ou la cathédrale de Créteil, où il y a un magnifique arc-en-ciel qui est fait avec un atelier allemanger. Alors, quand il travaille sur des grandes surfaces, il est obligé de faire appel à un atelier parce que lui-même n'a pas les fours nécessaires. Vous comprenez qu'avec ces petites dalles, il peut les faire avec des fours particuliers, mais quand c'est des grandes surfaces, il doit faire appel aux ateliers Loire, aux fours, à la main-d'œuvre. Et là, c'est cette chapelle qu'il a faite dans le Finistère, où il donne un rôle énorme à la couleur. La couleur, pour lui, c'est non pas le sujet, mais c'est le sujet principal, mais c'est pas l'attribut, c'est l'essentiel, la couleur. Et là, bon, il est fait en fonction de l'espace, le rouge signifiant la résurrection. Et ce sont des verres thermoformés, des verres industriels. Hein, avec des verres antiques, on ne pourrait pas obtenir ça naturellement. Ils sont forcément fragmentés. Là, des verres industriels faits d'une seule traite. Alors, d'autres travaux faits dans ces années, au XXIe siècle, des chapelles modernes où les architectes ont choisi comme point d'orgue des vitraux. Alors, Hortense Damiron, qui, on la voit au travail, elle fait elle-même le carton. Selon ces artistes, il y en a qui donnent leur maquette, mais pas trop variée, et qui disent pas tout à fait au revoir, mais qui suivent de loin. Et il y en a qui s'impliquent complètement, comme Hortense Damiron, qui a voulu faire son carton elle-même. Un carton énorme, parce que c'est une verrière d'une vingtaine de mètres carrés. Et la chapelle en verre industriel de Flornabert à Strasbourg. Et là, c'est un autre exemple aussi d'un vitrail tableau. Au fond, vous le voyez dans le clocher de l'église, il est inséré comme un tableau. Parce qu'au fait, au départ, il devait y avoir une sculpture. Et la sculpture, finalement, ça ne marchait pas, la niche n'était pas assez profonde. Ils ont décidé de faire un vitrail. Et Le Cacheux a proposé cette verrière de l'arbre de Gessé, qui pour lui est un arbre de Gessé, mais qui est aussi un rappel des gens sans abri, avec le Gessé couché qui se trouve au pied de l'arbre. Ça, un exemple de vitrail civil aussi, un mélange de techniques avec une frise sérigraphiée d'après des photos d'un photographe de sport qui s'appelait Demény, et on voit le déroulement d'un corps courant, et puis le tableau en thermoformage Là, c'est une dernière création de l'Atelier Loire, qui va être inaugurée demain, d'ailleurs, hein, le réfectoire de la mairie royale
Fontevraud avec François Rouen, et en projet avec Udo et Pascal Zandok, le musée des Jacobins à Morges et la verrière de la collégiale Saint-André, qui est prévue pour 2027. En fait, une dernière partie, ils transmettent le patrimoine aux générations futures parce que le vitrail, c'est fragile, c'est soumis aux intempéries, à la pollution et au vieillissement des matériaux eux-mêmes. Donc, la dame de verre, par exemple, elle peut se trouver. Donc, il est nécessaire de les restaurer, de les conserver aussi. La restauration là, de la dalle, donc, c'est pour les Lois, c'est assez facile, puis c'est dans ce stock de dalles, et qui connaissent par cœur ce matériau. Et là, en plus, ils ont été dans la restauration de cette dalle, où il y avait beaucoup de pièces manquantes par l'aide de la descendante de Maurice Rocher, Anne Rocher, qui leur a transmis la maquette. Et c'est l'avantage de travailler sur le 20e et 21e, c'est qu'on peut apprendre par les artistes eux-mêmes, les descendants. Alors, Arroyant, c'est une église extraordinaire, classée monument historique, et l'architecte Guillaume Gillet a voulu non pas faire appel à de grands artistes, il a été question de Bazaine, Manossier à l'époque, il a préféré faire appel à un artisan qui s'appelait Martin Granel et qui avait un système très particulier de dalle de verre où dans des joints de ciment, il insérait un verre transparent dans le biais de la dalle. Vous voyez le prototype fait par un révéloir pour restituer ça. Donc là aussi, ce que j'ai voulu montrer, c'est le côté créatif de la restauration. C'est loin d'être quelque chose de technique, où on appliquerait les principes du laboratoire de recherche des monuments historiques, qui est très très sévère, mais il faut parfois faire de la création, il faut presque tout le temps être aussi dans un esprit classe. Ça, c'est Didier Sancet, là, dont je vais montrer une œuvre. Vous pouvez voir qui travaille dans un édifice 19e. 19e, il y a moins de prescriptions monuments historiques que dans un édifice où il y a du 16e ou du 12e. Et vous pouvez voir sur la droite qu'il a inséré les restes de vitraux 19e existants dans l'édifice. Et enfin, là, j'aime beaucoup ces verrières là, qui sont dans le narthex de la cathédrale d'Angers, où ce sont deux verrières qui sont créées d'après un modèle de grisaille existant dans l'édifice, de grisaille décorative. Ils ont fait un modèle thermoformé, et là, Régis Martin, qui est l'architecte en Futchès, c'est ça qui est très amusant aussi, c'est avec sa femme, ils ont travaillé eux-mêmes à la pose du jaune d'argent, et ce qui est quand même pas fréquent, et donc qui ont réussi à obtenir ce résultat extrêmement raffiné de thermoformage. Et quand on voit ces verrières, on est ébloui, et on se demande même si c'est pas du vitrail ancien. Alors voilà, merci pour votre attention. Et avec deux exemples pour vous dire qu'ils sont capables de tout faire. J'aurais pu parler de mosaïque, de peinture murale. Là, c'est un exemple de buste qu'ils ont fait à Germigny, et d'un bustier pour la collection de Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier a demandé un bustier en verre, et ils ont réalisé. Ils sont donc prêts à tout. Donc c'est vraiment leur qualité. Ils dialoguent entre eux en permanence. Ça, c'est très important. Et ils ont cet esprit de recherche, cet esprit qui convient parfaitement à une entreprise de vitrail, qui explique leur succès. Et si vous avez des questions? Et Orléans, c'était pas Angers la dernière. Oui, c'est Orléans. J'en suis sûre. Alors, j'aurais pu vous montrer, comme ils ont fait presque 2000 chantiers, on pourrait voir des images jusqu'à 3h du matin. Mais un petit peu. Bien. Bien. Moi, j'ai une question par rapport au plomb. Effectivement, il y a un débat énorme Tout à fait. et l'approche des ateliers par rapport à... Écoutez, on va un petit peu dans le livre, parce que c'est le problème du futur de la restauration, parce que
enfin d'une façon générale, il y a de plus en plus de technologies différentes pour chaque édifice. Comment on pourra les remettre en œuvre? Par exemple, les vitraux, la peinture du perquime, si un vitrail se casse, comment retrouver ce geste? Enfin, il y a plein de problèmes qui se posent avec la création contemporaine, et notamment le plomb. Parce qu'en fait, les directives européennes veulent interdire le plomb dans les ateliers sous prétexte que ça crée des problèmes de santé. Et surtout depuis l'histoire de Notre-Dame, parce que le plomb, il y a eu des problèmes de plomb tout autour de l'édifice, mais en fait, ça venait du plomb des toitures et pas des vitraux. Parce qu'en fait, les vitraux de Notre-Dame, ils n'ont pas été touchés. Hein, c'est miraculeux. Ni les vitraux, les rares vitraux anciens, et il y a les trois roses, hein. Le reste, c'est des vitraux au 19e, 20e. Ils n'ont pas été touchés. On en a profité pour les restaurer, les nettoyer, etc. Mais les plombs n'ont pas fondu. Enfin, c'est vraiment un miracle, quoi. C'est pas tombé. Les flammes n'ont pas. Donc, à cause de Notre-Dame, le débat est revenu. Mais en fait, dans la réalité, bon, d'abord, on ne peut pas supprimer le plomb dans le vitrail traditionnel. Enfin, ça, c'est pas possible. Et bon, ils sont obligés de mettre des masques, il paraît qu'il n'y a pas tant de problèmes que ça. Il y en avait autrefois, mais maintenant, les ouvriers, les compagnons, manipulent le plomb avec des masques et des gants. Bon. Alors, moi, je me permets, parce que je travaille